passer peut-être au sujet âgé. C'est ton tour, Cécile. Alors c'est super chouette de passer juste après une équipe aussi enthousiaste et aussi magique. Donc on va bien s'amuser avec les personnes âgées. Merci les organisateurs. Donc blague à part, merci beaucoup à la EMP, merci à Odyssée de nous permettre de nous retrouver en vrai. Effectivement, l'année dernière avec Limoges, on avait été tous un petit peu frustrés, et cette année, je pense qu'on est moins frustrés quand même. On est vraiment enthousiastes, on est tous ensemble et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous et merci à vous d'être encore là et de ne pas être partis à la plage. Mais c'est pour bientôt. Donc moi, je suis psychiatre responsable d'une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé dans le sud des Hauts-de-Seine. Et donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est d'aller auprès des personnes chez elles ou en EHPAD pour faire du lien. Je pense qu'effectivement, on peut aussi résumer ça comme ça, faire du lien, réincarner les histoires de vie, faire un peu d'acculturation et donner du sens aux choses. Et alors, on va se replonger un peu dans une période de notre vie qui n'était pas très sympa. Et alors, avant tout, Laure était fière de ce matin de son équipe Eric. Et moi, je tiens à remercier mon équipe puisqu'on a fait un poster, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. On a un poster qui est exposé encore quelques temps ici dans le hall. Donc, merci à mon équipe. Je sais qu'ils sont présents dans la salle pour ce poster où on a élaboré un guide pratique des soignants pour les équipes mobile en psychiatrie du sujet âgé, le VAD-MECOM, et voilà, dès qu'il sera disponible, on en refera la pub et probablement au prochain congrès de la EMP, vous en aurez des exemplaires. Voilà. Alors on retourne sur une crise mondiale qu'on n'avait jamais vécue. 16 mars 2020 jusqu'au 11 mai, le premier confinement national, si vous vous rappelez, tous, alors dans toutes les villes où vous pouviez être, même à Ajaccio. C'était aussi le cas, et bien sûr à Bruxelles. Alors il y a une personne sur la grande place, c'est le docteur de Scutteret, qui était quand même là, on le voit sur la place. Donc ce confinement nous saisit tous. C'est le pic épidémique à la mi-avril, 2000 morts. 2000 morts à ce moment-là. Vous voyez là depuis toutes les vagues qu'on a pu vivre. Aujourd'hui, on est à 125. On se fait tous saisir par ce qui se passe. Les hôpitaux psychiatriques se ferment, les consultations se vident immédiatement et les réanimations et les morgues, elles, se remplissent. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Nous, on l'a faite à la maison avec nos enfants, confinés. On a commencé à regarder la télé. On a regardé des playlists ou des Netflix et autres. C'était sympa. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient pensé à ce qu'on était en train de vivre avant. On s'est bien amusé. Un par soir. C'est ce perfect sense et blindness, c'est un virus qui fait perdre les sens les uns après les autres. À l'époque où on était tous sans odorat. Et puis on a fini par Je suis une légende. On était le dernier sur... Voilà, donc c'était un peu l'ambiance bien difficile. Et on était soignants. Alors moi, j'ai quelques soignants dans mon foyer. Donc on était soignants. Alors effectivement, on a eu un double mouvement. Un mouvement individuel, parce qu'on était soignants, mais pas que. On était d'abord une personne, d'abord un sujet. Donc on était tous sur les réseaux sociaux, matraqués 24/24, comme une nécessité. Il fallait qu'on sache ce qui se passe, il fallait qu'on ait les infos. On s'est posé la question, et si on contaminait nos proches ? Et si on contaminait nos patients, et si nous-mêmes on tombait malade et qu'on ne pouvait plus aller travailler et qu'on laissait tomber nos collègues. Et puis on était soignants, donc ma foi on avait une position sociale, on a été tout de suite reconnus comme des sauveurs, tout de suite non confinés, on était les seuls à être non confinés, on avait des autorisations, on avait des dérogations, des privilèges, on pouvait se déplacer, prendre nos voitures,
Pour certains, en tout cas dans mon quartier, on avait même le droit de ne pas faire la queue pour les courses si on montrait notre carte de médecin. Nos enfants ont eu le droit d'aller à l'école. Donc on a eu quand même une sacrée dose de privilèges qui en même temps nous mettait dans des positions très particulières parce qu'il fallait qu'on aille travailler. On était applaudis. La Monnaie de Paris a même frappé une pièce de monnaie pour nous remercier. Tous les soirs à 20h, on était applaudis. On avait l'honneur des médias. Mais on s'est quand même posé notre question. Et si nous-mêmes, malgré tous ces honneurs, on était soi-même vulnérables, voire à risque de forme grave. Les premières semaines, notre quotidien de soignant a été d'un chaos exemplaire. On s'est réorganisé, ou désorganisé plutôt. On a essayé tous, dans nos services, de s'adapter, d'adapter cette nouvelle temporalité au travail. Vous avez tous fait des réunions de crise, sur réunions de crise, sur réunions de crise et sur encore réunions de crise. Et notre ami Jérôme Lamry, hier, ça m'a beaucoup fait résonner ce qu'il nous a dit. Il nous a parlé d'apprendre à faire des compétences non routinières et que ce sentiment d'incompétence s'installait et générait du stress. Et finalement, on nous a tous demandé, tout d'un coup, d'avoir des compétences non routinières, du jour au lendemain. Ce qui nous a généré donc du stress, de l'angoisse, de l'incertitude. On était totalement impréparés et totalement sidérés devant cette situation. Alors la sidération, c'est quoi? C'est l'état d'anéantissement subi, produit par certaines maladies, qui semblent frapper les organes avec la promptitude de l'éclair ou de la foudre, autrefois attribuée à l'influence malfaisante des astres. Dictionnaire du Robert. On s'est vécu dans une profonde stupeur, une violence qu'on a pu que subir. La sidération entraîne cette paralysie, cette dissociation mentale et émotionnelle qui va finalement nous sauver, mais qui nous empêche de comprendre, qui nous a stoppés dans notre réflexion et dans nos actions. Le virus se propage malgré nous, malgré tous nos efforts. Les patients sont infectés, ils s'aggravent, ils ne peuvent pas être réanimés et les décès sont de plus en plus nombreux. Et pourtant, on est là et on y va. Il y a eu un clivage générationnel également, puisque finalement la jeunesse soignante était en première ligne de l'action. Elle n'avait pas connu la grippe espagnole, par exemple. Les jeunes étaient à moindre risque de forme grave, ils avaient accès aux soins. Et nos vieux, en réa, ou pas, justement, les premières victimes des formes graves, pas de réa. Eux, ils ont été confinés pour une population qui était déjà confinée, déjà isolée. Le monde des EHPAD, je vous en parlerai juste après, en renforçant ce sentiment d'enfermement, cette angoisse de mort et ce sentiment d'enfermement. Donc 2 images de la grippe espagnole et de l'état des réa pendant le Covid. Dans les EHPAD, c'est l'omerta. Les premiers chiffres de mortalité ne vont tomber que très tardivement finalement. Et les premiers chiffres vont être très en deçà de ce qui se passe. Le réseau Sentinelle a noté 188 cas seulement de Covid sur les 41 000 patients infectés début avril, ce qui n'était bien évidemment pas le cas. Les choses ont mis un temps incroyable avant de se passer. Certains EHPAD ont perdu 20 à 30% de leurs résidents en quelques semaines. Et effectivement, même si la mort est familière en EHPAD, c'est pas nouveau que les gens meurent en EHPAD, là, ça a été complètement déstabilisé puisque les rituels funéraires sont devenus impossibles. Les patients décédés étaient lavés à l'eau de Javel, mis dans des housses hermétiques, sans soins de conservation, sans accès et sans visite familiale de dernier retour, de dernier au revoir plutôt, et débarrassés rapidement. Et ça avait été d'une violence incroyable pour les soignants en EHPAD, qui, au-delà de ces décès qui ont été en grappe, se sont été totalement abandonnés au sein de leurs institutions. Évidemment, on a su tout ça très tardivement, pas de protection, pas de masque et aucun moyen de faire face. Quelques petits mots de réflexion éthique. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu tout de suite faire quelque chose. Donc finalement, faire prévaloir ce qu'on appelle le principe de justice. Protéger la collectivité au détriment des personnes. Le principe de sécurité a à ce moment-là pulvérisé le principe de liberté. On a fermé les portes. On a fermé les portes des EHPAD. On a confiné les gens en chambre, parfois même au fauteuil. Parce qu'il fallait que ça ne se propage pas. Donc, pulvérisation, on a réduit la bienfaisance et on a assisté impuissant à l'écrasement de l'autonomie des personnes.
Disparition de la liberté d'aller et venir, déjà qu'elle est bien mise à mal dans les EHPAD, elle a totalement disparu. Temporalité suspendue, plus rien ne se passe, plus de visites de proches, plus d'animation, plus de kiné, plus personne ne rentre. Question sur les unités Covid+, puisqu'il n'y en a pas eu que dans les hôpitaux, il y a eu des unités Covid+, qui se sont montées rapidement dans les EHPAD pour les patients déambulants. Vous savez peut-être ou pas que dans les EHPAD, des patients atteints de troubles cognitifs sévères déambulent toute la journée et qu'on ne les attache pas. On ne les attache pas au fauteuil pour les empêcher de déambuler, sinon on les tue tout de suite. Donc il y a des espaces qui sont négociés pour pouvoir déambuler toute la journée et qu'on les laisse comme ça. Mais ces espaces sont quand même fermés à clé. La question est, un patient Covid+, qui déambule, on va le laisser déambuler dans une unité Covid+. Mais un patient qui déambule Covid-, on fait quoi? Donc il y a eu des choix qui ont été pris sur le fait de dire on va laisser les gens déambuler, quitte à les mettre dans des unités de Covid. Il y a eu des choix qui ont été faits à ce moment-là. La réanimation a été totalement inaccessible. Il était clair qu'aucun réanimateur ne prenait de patients déments atteints du Covid. Donc on a assuré ce qu'il fallait assurer. C'est gai ce que je vous raconte, c'est bien. Radio Paris Mobile, c'était quand même un petit peu mieux. Alors voilà, on peut se poser la question du niveau de risque qu'on aurait pu accepter, effectivement, mais on n'a pas eu le temps. Les gens dans les EHPAD, la société, tout ça, personne n'a pu se poser la question. Et nous, alors les équipes mobiles, on était là, on nous demandait de rester chez nous. Donc dans nos consignes professionnelles qui changeaient tous les jours, on ne savait plus ce qu'il fallait qu'on fasse. Les moyens étaient concentrés vers l'hôpital, les équipes ont été réaffectées. On a dû composer avec l'incertitude sanitaire, notre peur de notre vulnérabilité, comme je vous disais. Et alors, on aurait pu se dire, oui, là, nous, on est là, les équipes mobiles, on y va, on est là pour aller aider les personnes, faire du lien. C'est la modalité de soins idéale. C'est ce que se sont dit les Belges. Je vous signale que les Belges, eux, ils y sont allés. Et non, nous, on ne nous a pas du tout dit qu'on pouvait continuer à aller voir les gens en EHPAD. Plus rien ne sort, mais plus rien ne rentre non plus. On nous a comme ça dit, vous êtes les seuls à pouvoir soigner, mais vous êtes des agents de la mort à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait pris notre téléphone, comme beaucoup de vous, beaucoup d'entre vous dans les équipes mobiles. On a pris notre téléphone toute la journée et on s'est réorganisé. Alors, j'avais lancé donc quelques petits questionnaires auprès des 24 équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé en Île-de-France. On a lancé un premier questionnaire début avril et puis un autre en septembre pour savoir un peu comment on faisait face, comment tout le monde s'était réorganisé. Toutes les équipes avaient arrêté les VAD quasiment du jour au lendemain et avaient mis en place les téléconsultations pour rassurer les personnes, pour les informer, pour maintenir le lien. On s'est tous posé la question, est-ce qu'il fallait quand même soutenir ces équipes en EHPAD et comment on allait faire ? Dans mon souvenir, il y a une seule équipe dans le 78 qui est allée pour uniquement rencontrer les équipes, mais même en fait un petit peu tardivement pour pouvoir justement faire du débriefing. Et puis il y avait aussi la question que la majorité des équipes infirmières ont été réinfectées en intra-hospitalier. Et puis finalement cette situation de crise, elle a duré, elle s'est installée, donc on s'est adapté, c'est la nature humaine, on s'est adapté et dès le mois de septembre, sur le deuxième questionnaire qu'on a renvoyé, effectivement, les activités de VAD avaient reprise. Alors, avaient reprise avec un petit peu de créativité. On est ressorti, mais avec petite nouveauté, un petit protocole sanitaire. Alors, je remercie une fois de plus notre marabout préféré, Alain Merkel, que vous reconnaissez bien tous là, à droite de l'image. Donc on est sortis, on a nettoyé les voitures aussi. Je ne sais pas combien de temps vous avez passé à nettoyer vos voitures, mais nous on a nettoyé les voitures. Et il fallait nettoyer les voitures. Donc on est ressortis avec le protocole sanitaire. Alors à la maison c'était plus simple qu'en EHPAD. En EHPAD il fallait qu'on se déshabille, qu'on se rhabille. On avait l'impression d'être en chirurgie. Et puis on a continué à faire les téléconsultations. Alors un petit peu moins. Mais donc finalement, ça nous avait enfin permis de nous valoriser et de reconnaître ce fameux travail téléphonique que toutes les équipes mobiles font. On est tous à passer un temps conséquent au téléphone et à se dire mais qui c'est qui peut nous reconnaître ce travail téléphonique finalement ?
Donc voilà, on a repris les choses et il est prévu un 3e questionnaire qu'on va lancer très, très bientôt. Et donc c'est la thèse de Josia Laporal qui est dans la salle qui pourra nous donner un petit peu voilà, à distance, on aura une 2e photographie un peu de ce qui se passe. Cette mobilité retrouvée, on est tous très contents, mais finalement, le confinement a eu l'effet d'une bombe à retardement pour nos patients, puisque finalement, ils sont plus décédés de l'absence de liens sociaux, de cette aridité sensorielle profonde dans laquelle l'isolement les a plongés, plutôt que du Covid. Avec d'émergence exponentielle, on le remarque tous, de nouveaux troubles thymiques, de nouveaux troubles cognitifs, de réactivation traumatique. Il y a eu le confinement qui nous a tous fait penser à la guerre. Et puis très récemment, il y a de nouveau une seconde guerre. Et vraiment là, ça a été la cherry on the cake, avec les réviviscences traumatiques de l'isolement. Le port du masque reste encore quelque chose de compliqué avec les personnes âgées qui entendent mal, qui, quand on n'a pas les mimiques émotionnelles qui peuvent un petit peu marquer ce qu'on est en train de dire, c'est quand même très compliqué, mais qui peut aussi, d'une certaine façon, les rassurer, puisqu'on continue à faire les entretiens avec le masque. Autre type de masque, qui peut être aussi de temps en temps utilisé. Et puis, il y a le masque et il y a l'écran. Donc l'écran, pour certains soignants, la téléconsultation garde un intérêt mitigé. C'était sympa au début, on s'est tous mis à faire du Zoom et du je ne sais plus trop quoi là. Et puis ça s'est un petit peu tari avec la fin de l'excitation de la nouveauté. Pour certains patients, cette fracture numérique a été décuplée. Nombre d'EHPAD ont été abreuvés en iPad au moment de la crise et ils n'ont jamais été utilisés parce qu'en fait, ils ne savaient pas les utiliser, que c'est tout petit et que quand on... Voilà, ça a été finalement un flop assez criant, en tout cas dans certains EHPAD dans lesquels j'ai travaillé, peut-être pas tous, bien sûr. Et puis pour d'autres soignants ou patients, ça reste une alternative enrichissante, finalement. C'est un arsenal thérapeutique qui est rentré dans les mœurs. Pour les libéraux psychiatres, je sais que ça avait été, pour avoir parlé avec quelques collègues, une explosion des consultations, téléconsultations, et que maintenant la Sécu est revenue en disant qu'il fallait limiter à 20% de sa patientèle la téléconsultation. Donc finalement, la résilience de nos équipes, en réponse à ce traumatisme vicariant, à cette fatigue compassionnelle qu'on a été amené à vivre, on s'est résolu et on a été capable de s'adapter, de rebondir dans ces périodes, de s'ajuster à la situation, de tolérer l'incertitude et l'impréparation dans laquelle on a été plongé, d'augmenter son sentiment de sécurité, d'assurer une souplesse émotionnelle et de faire face de façon proactive. Et je remarque en me disant tout ça, il y a beaucoup de mots de ce que tu avais mis, Alain, dans tes diapos. Finalement, il y a beaucoup de mots qui se retrouvent. Et donc, ça me faisait avoir envie de vous faire un peu de poésie et de vous parler de l'art du kintsugi, qui nous a fait penser à ça dans l'équipe, l'art de la résilience. Le kintsugi, ça veut dire la couture en or. C'est une méthode japonaise de réparation des porcelaines brisées avec de la laque dorée. Et donc, ce kintsugi relève d'une philosophie qui prend en compte le passé de l'objet, son histoire, et donc les accidents éventuels qu'il a pu connaître. La casse signifie le renouveau et le début d'un autre cycle. Et l'acceptation de ces imperfections permet d'aller de l'avant. Donc finalement, on montre les cicatrices plutôt qu'on ne les cache, en les mettant en valeur et en les sublimant. Une fois que c'est brisé, on réassemble, on patiente, on répare et on finit par sublimer. Je vous remercie de votre attention. Cécile, d'avoir osé nous replonger dans ce temps incertain où on a beaucoup utilisé, en tout cas dans l'association, le WhatsApp. Ça a été, moi, je trouvais ça soutenant, en fait, de pouvoir partager nos expériences à ce moment-là. Est-ce que des personnes ont des réactions, des questions par rapport à ce que Cécile vient de nous proposer? Jean-Philippe, tu veux poser une question? Quelqu'un? Peut-être l'un d'entre vous? Oui, ton exposé m'a
pas ému, parce que j'ai pensé, je me dis, pendant cette histoire, mais quelle est donc cette société qui ne permet pas d'accompagner une personne âgée et l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez aperçu ou entendu, on a fêté les 100 ans d'Edgar Morin. Et j'ai bien aimé, je l'ai écouté, et il parlait de ses projets, de ses plaisirs, des désirs qu'il avait encore à 100 ans. Il disait peut-être mon corps, il ne me permettra pas de faire tout ce que j'ai envie, mais il avait toujours cette envie. Alors je ne sais pas si on ne les a pas poussés un peu aux personnes âgées pendant cette période de ne plus en avoir envie. Et moi, je me rappelle, il avait dit que la culture, finalement, n'est qu'un ensemble organisé de rites et de croyances qui permet de lutter contre le pouvoir dissolvant de la mort. Voilà, c'était juste une remarque.